Le journal Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. C'est la plus grande tragédie humanitaire survenue à ce jour dans la Manche. 27 migrants qui tentaient de rejoindre l'Angleterre ont fait naufrage hier dans les eaux glacées au large de Dunkerque. Le bilan est encore provisoire, mais pour la mer de Calais, c'est déjà beaucoup trop. Natacha Bouchard estime que ce drame épouvantable vient solder une série d'échecs dans la gestion de la crise migratoire. Je pensais avoir vu beaucoup de choses en matière de difficultés migratoires et non. Ce drame est l'aboutissement d'échecs par rapport à cette politique migratoire. L'échec de Boris Johnson qui contraint en fait notre territoire à subir en fait des dispositifs parce qu'il n'a pas le courage lui-même de choisir sur son territoire quelle est l'immigration qu'il veut choisir et qu'il contraint les Calaisiennes et les Calaisiens à devoir subir encore aujourd'hui ce drame humain, cette traite humaine en fait, qui est organisée par les passeurs. Il faut que tout cela s'arrête. Natacha Bouchard, la maire de Calais, au micro de Lionel Gougelot. Le parquet de Dunkerque a ouvert une enquête. 4 passeurs ont été interpellés. Cette crise migratoire oblige l'exécutif à monter en première ligne et à tenter de trouver une solution à 5 mois de la présidentielle. Une réunion interministérielle est prévue à 8h30 ce matin à Matignon. Paris en appelle également à l'Europe. Emmanuel Macron réclame une réunion d'urgence des ministres des pays concernés par le problème migratoire. Louis Dragnel, derrière cette crise, il y a un enjeu politique crucial pour le président. Absolument. Malgré les efforts du gouvernement contre l'immigration illégale, c'est un mauvais record. Au 20 novembre, 31 500 migrants ont quitté les côtes de la Manche depuis le début de l'année. Comme l'explique ce préfet, il y a un vrai risque politique que Calais devienne le nouveau Lampedusa. Tout un symbole, et cette fois sur le territoire français. D'ailleurs, Xavier Bertrand multiplie les attaques contre la faiblesse d'Emmanuel Macron avec le gouvernement britannique qui refuse d'honorer sa promesse. 62,7 millions d'euros pour aider la France à lutter contre l'immigration. Le président des Hauts-de-France veut aussi remettre en cause les accords du Touquet qui stipulent que la frontière franco-britannique se trouve à Calais. De son côté, Éric Ciotti dénonce l'absurdité de la politique du gouvernement qui d'un côté laisse entrer les migrants à la frontière franco-italienne et franco-espagnole et qui de l'autre se plaint ensuite de les voir le long des côtes de la Manche. Après la crise des pêcheurs avec l'Angleterre, Emmanuel Macron sait qu'il n'a plus le droit à l'erreur. Un de ses proches confie, il doit mettre les Anglais face à leurs responsabilités et exiger un vrai engagement de leur part. Le Premier ministre britannique Boris Johnson s'est entretenu hier soir avec Emmanuel Macron. Paris et Londres assurent vouloir travailler ensemble pour lutter contre les réseaux de passeurs. Et ce matin, dans les colonnes du journal Le Monde, un membre d'une ONG se souvient qu'il y a 10 ans, les gens traversaient la Manche sans argent. Il pose cette question, est-ce que c'est la sécurisation à outrance de la frontière qui fait les réseaux, la frontière, les murs, les contrôles? Font-ils les passeurs? C'est une question de fond. La crise sanitaire, à présent, Olivier Véran précisera à la mi-journée les nouvelles mesures envisagées pour lutter contre l'épidémie. Le ministre de la Santé s'exprimera à 12h30 parmi les annonces possibles. 3e dose pour tous les adultes, réduction du délai d'injection entre la 2e et la 3e dose à 5 mois au lieu de 6. A priori, les tests de dépistage resteront payants pour les non-vaccinés. Leur validité passerait à 24 heures au lieu de 3 jours. Alors on va s'arrêter sur cette question du dépistage, notamment à l'école. On est encore très loin des 600 000 tests par semaine qui étaient promis par le ministre Jean-Michel Blanquer. Compteur bloqué à 142 000 pour l'instant dans les écoles maternelles et élémentaires. Bonjour Céline Géraud. Bonjour. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas ? Eh bien, il y a d'abord le manque d'adhésion des parents. Plus de 30% refusent de faire tester leur enfant à l'école. Il y a de la méfiance, mais surtout l'angoisse de devoir gérer la garde en cas de test positif. Deuxième frein, le manque de personnel de santé pour procéder à ces tests. Résultat, ce dépistage tourne au ralenti. 6 000 classes sont fermées aujourd'hui, essentiellement en primaire. Alors Céline, l'éducation nationale a peut-être retrouvé une parade à cette situation via une expérimentation qui est actuellement menée dans 10 départements. De quoi s'agit-il ? Alors, s'il y a un cas Covid dans la classe, l'élève positif est isolé 10 jours, mais la classe ne ferme pas. En fait, les élèves dont les parents ont consenti au dépistage sont testés le jour même et restent en classe. Les élèves qui refusent le test, eux, sont isolés 7 jours et poursuivent leur apprentissage à la maison. Écoutez Olivier Flippo, délégué SE-UNSA. Il est directeur d'école dans le Val d'Oise, l'un des 10 départements pilotes qui testent cette méthode. Grâce à cette expérimentation, la directrice académique nous a annoncé qu'elle avait pu éviter la fermeture pendant 7 jours de 140 classes sur le département. Mais au-delà, cela va générer plus que probablement, et on est en train de le vivre, une surmultiplication des cas dans les écoles et donc un nombre de fermetures considérable puisque les laboratoires n'arrivent plus à assurer et à aller dans les écoles.
Et face à la flambée de l'épidémie dans le primaire, améliorer et généraliser cette expérimentation est l'une des pistes de réflexion actuelles du ministre de l'Éducation. Voilà, Céline Géraud, chef du service Société d'Europe 1. Nous sommes le jeudi 25 novembre, journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Pour les victimes, porter plainte reste parfois une épreuve. Le ministère de l'Intérieur recensait 140 000 victimes l'an dernier. Le gouvernement en a fait l'une de ses priorités depuis le Grenelle des violences conjugales. Les autorités cherchent notamment à faciliter le dépôt de plainte, mais ça reste encore une épreuve. Ça a été le cas de celle qui se fait appeler Anaïs et que notre correspondant à Toulouse, Benjamin Péter, a rencontré. Il y a 8 mois, elle a pris la décision d'entrer dans une gendarmerie pour porter plainte contre son compagnon. Témoignage. Ça a commencé par des bousculades et ça a fini par des coups plus violents avec des marques. J'ai pas osé en parler avant parce que j'avais peur de pas être prise au sérieux parce que je suis jeune et je me disais que les violences conjugales c'est souvent des familles, des femmes mariées avec des enfants. Je me suis dit mais je rentre dans une gendarmerie, qu'est-ce que je fais là? C'est pas ma place, clairement c'est pas ma place. J'ai mis du temps et c'est le déclic, c'est un jour on se dit stop, je n'en peux plus, je suis épuisée, je dormais plus, je voulais plus aller au travail, je voulais plus rentrer chez moi parce que j'avais peur et au bout d'un moment j'ai dit stop, je veux arrêter tout ça en fait. Donc j'ai été pris en charge par une personne de la gendarmerie qui est spécialisée pour les violences conjugales, toujours par la même personne. Donc j'ai pu créer un climat de confiance aussi. Il faut en parler. Notre entourage et la famille sont impuissants, ils peuvent rien faire, c'est pour ça qu'il faut en parler plus haut et ne pas avoir peur parce que même si ça prend du temps, c'est après un jugement, après toutes ces procédures que enfin je me pose et je dis stop, c'est enfin fini. Un témoignage d'Anaïs recueilli par Benjamin Péter. En Allemagne maintenant, le successeur d'Angela Merkel prêt à prendre les commandes. Après 8 semaines de discussion, le futur chancelier Olaf Scholz a présenté la feuille de route rédigée après un commun accord entre sociodémocrates, Verts et libéraux. Au menu, rigueur budgétaire et légalisation du cannabis. Hélène Cole. Le contrat de coalition est ambitieux. Il prévoit des investissements massifs à hauteur de 500 milliards d'euros sur 10 ans pour numériser et décarboner le pays en un temps record. Le texte de 177 pages détaille toutes les mesures, comme par exemple la fin des centrales à charbon dans 8 ans, compensée entre autres par l'installation d'éoliennes sur 2% du territoire allemand. Autre mesure phare, la hausse du salaire minimum. À noter aussi la légalisation du cannabis, le droit de vote à 16 ans ou encore l'assouplissement des conditions d'avortement. Chacun des 3 partenaires de coalition y trouve son compte et cela s'est senti pendant les discussions selon le futur chancelier Olaf Scholz. Pendant ces jours et ces semaines, nous avavons négocié de façon étroite et intense et dans un climat de confiance mutuelle. C'était constructif, axé dans la recherche de solutions. Cela m'a plu. Il y a tout de même eu des tensions sur la répartition des ministères. Finalement, c'est le libéral Christian Lindner qui devient ministre des Finances, tandis que les Verts récupèrent un super ministère de l'économie et du climat, ainsi que les affaires étrangères. Berlin, Hélène Cole, Europe 1. Allez, un mot de foot pour vous dire que le PSG, battu hier soir 2-1 sur la pelouse de Manchester City, est quand même qualifié pour les 8e de finale de Ligue des Champions. Merci Christophe Lamar, vous venez tout à l'heure à 8h30.